Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis sportifs, c'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve pour ce numéro de Lundi Sport en compagnie de Daniel Kouabi Koualo. Bonsoir Daniel. Bonsoir Sébastien. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir et avec une très bonne nouvelle. Effectivement, une bonne nouvelle que nous ramènent nos jeunes basketteurs de Maputo, Mozambique, où ils étaient pour la CAN des moins de 18 ans. Ils reviennent avec une qualification pour le mondial de 2013 au Canada. Donc nos Ivoiriens sont qualifiés et c'est une bonne nouvelle. Nous allons revenir largement sur les images de l'arrivée de ces jeunes talents. Sur ce plateau, il y a des invités. Monsieur Aïe Niangoran, il est là pour nous parler de handball. Vous savez que la Côte d'Ivoire a frité donc la CAN des cadets masculins. Et la finale s'est jouée dimanche au Palais des Sports de Treichville. Nous allons parler largement de cette compétition et puis ouvrir sur la CAN des juniors qui démarre ce mardi. Merci d'être sur ce plateau. Il y a également le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme, M. Alla Kwame. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Merci d'être avec nous. Vous relancez le Tour de Côte d'Ivoire. Tout à fait. C'est une très bonne chose. Merci. Et puis, il y a entente entre l'ONS et les fédérations sportives. Un séminaire a débuté aujourd'hui. Le président, le directeur de l'ONS, c'est bien M. Kofi Aboa Joseph. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bon, nous allons revenir largement sur ces différents aspects et on va ouvrir donc avec le handball. Je le disais, il y a eu donc la CAN cadet masculin ici en Côte d'Ivoire et il y a eu la finale qui s'est déroulée au Palais des Sports de Treichville, une finale très attendue qui a opposé l'Égypte à la Tunisie. Avec votre complicité, on va se rendre tout de suite au Palais des Sports pour vivre les temps forts de cette finale. C'est un match ouvert entre le champion sortant, l'Égypte, et la Tunisie qui rêve d'occuper le fauteuil de la 7e édition. Après 3 minutes d'observation, c'est la Tunisie qui marque avec Douri Mounir. L'Égypte est un grand champion. La réaction est immédiate. Belle action de Omar Mohamed. On retrouve l'Égypte. Abdelrahman. Il s'impose face à Slim Kander. C'est un joueur à surveiller de près parce que ses détentes sont à craindre. C'est le cas sur cette action. Le choix de la Tunisie est correct. Rester collé à l'Égypte au niveau du score, c'est ce que fait Abdeli Bilel. Pour le moment, tout réussit à ce jeune joueur. Sur cette action ratée de l'Égypte, c'est encore lui qui se joue de Assam Bessem. Décidément, il est insaisissable et impressionnant. Sur cette action, on note toute une réussite. Mais attention, l'Égypte demeure toujours un grand champion et sait réagir à tout moment. Il y a des joueurs comme Kobluti Hamza. La Tunisie, avant la pause, reprend l'avantage avec 2 buts d'écart, soit 11-9. En deuxième mi-temps, la pression s'installe dans le camp de l'Égypte. Le champion sortant veut conserver son titre. En face, il y a une équipe tunisienne pleine de volonté. Le match est très équilibré. Les 2 gardiens de but ont du mal à retrouver leur marque. L'expérience de l'Égypte finit par avoir raison de l'enthousiasme tunisien. Score 27-22. L'Égypte conserve son titre. 5 matchs, 5 victoires. La hiérarchie a été respectée. Daniel Kouabi, est-ce que vous savez pourquoi il y a eu du très beau handball? Je suppose que c'est d'abord la salle, oui, et puis le parquet qui est renouvelé, qui donne fière allure et qui donne envie de jouer dans cette salle. Je pense qu'avec ce palais des sports de Treichville, on aura désormais de grandes équipes de la Côte d'Ivoire. Il n'aura plus d'excuses, hein. Ça, je vous assure. On va écouter tout de suite la réaction de l'entraîneur de cette équipe égyptienne, Omar Ibrahim. Tu m'as dit hier qui va gagner la coupe.
le championnat. Je vous dis que l'Égypte sera le championnat. Parce qu'on a gagné le tour ici trois fois dans deux mois. C'est pour cela l'Égypte, félicitations pour notre équipe et félicitations pour la fédération ivoirienne, pour l'organisation. Ils sont très généreux pour nous, dans l'hôtel, ici, les spectateurs, et on vous remercie. Vous êtes content, hein? Oui, je suis très content. Et dans la deuxième partie donc, de ce numéro de Lundi Sport, vous allez retrouver Benson Pierre Aka et Rachinguessan Kwasi pour parler de la super division. Restez branchés et puis retenez votre place. Il y a beaucoup de choses à voir. Et on va parler maintenant de la troisième place. Il ne faut pas oublier que c'était qualificatif donc pour le mondial 2013. Eh bien, cette finale, petite finale, il faut le dire, a opposé donc cette équipe de l'Angola au Gabon ensemble. Allons une fois encore au Palais des Sports de Treichville. Le troisième ticket pour le mondial 2013 de handball des cadets masculins passe par ce match entre l'Angola et le Gabon. Il fallait donc d'entrée de jeu prendre des initiatives. C'est l'Angola qui a bien compris cette stratégie. Patrick Philippe se joue du portier gabonais. La défense gabonaise est timide. L'Angola revient à la charge avec Osvaldo Antonio qui marque. Le Gabon ne manque tout de même pas de courage. Il y aura une série de réactions. D'abord, avec Ango Nguema. Ensuite, avec le patron de cette équipe, Rogombe Loïc. Seulement, dans ce match, la réussite est plus du côté angolais. Philippe Patrick, dans les parages, donne l'avantage à son équipe. 13-11 à la pause. En deuxième mi-temps, on retrouve les belles actions angolaises. L'auteur se nomme Uliano Patrick. Le Gabon répond cette fois immédiatement avec Nguema Yves. Mais pas pour longtemps, parce que Marlo de Jésus s'illustre de belle manière. La volonté du Gabon dans cette partie ne suffira pas. L'Angola va s'appuyer sur sa petite expérience pour prendre le large. 30 pour l'Angola, 23 pour le Gabon. C'est l'Angola qui se classe troisième et se qualifie pour le mondial 2013 de handball cadet masculin. Et une qualification qui s'est donc passée devant le vice-président de la Fédération ivoirienne de handball. Il avait eu cette envie donc de voir son équipe au podium. Malheureusement, il y a beaucoup à apprendre. On reviendra à vous tout à l'heure, monsieur le vice-président. Le temps d'écouter l'entraîneur de l'équipe de l'Angola, José Pereira. E agora falando do jogo, penso que... Proprement parlant de match, je pense que les joueurs angolais ont compris les objectifs qu'ils ont tracés parce que c'est la première fois que l'Angola est qualifié pour le mondial des cadets masculins. Nous, à l'Angola, nous avons commencé à travailler très bien des escalons de formation. Mais nous pensons qu'en généralité, l'Angola peut être felice pour les objectifs qu'ils ont alcancés avec ce championnat africain. Nous avons commencé à préparer cette équipe de mai cette année, 2012. Mais ils ont arrêté la préparation en juillet parce qu'il y en a plusieurs des joueurs qui sont étudiants. Après, on continuait une préparation continuant non-stop de juillet cette année jusqu'à maintenant.
Sébastien, vous aurez dû traduire cette interview vous-même. Hein? Je pense qu'on a écouté hein, notre ami Pereira. C'était pas facile, mais on a entendu hein, le message. C'est essayé. Monsieur Aye, je vous retrouve pour juste une petite inquiétude. Vous avez préparé l'équipe de la Côte d'Ivoire combien de temps? Bon, la réponse de l'entraîneur angolais nous permettra de comprendre. Il vous a dit, il a regroupé son monde depuis le mois de mai. Nous, c'est au retour donc, du tournoi de la CEDEAO à Accra qu'on a commencé à faire un regroupement, d'abord en phase externe, avant que pour la compétition, les enfants se retrouvent donc en regroupement interne. Il va sans dire que le volume de travail n'est pas le même, hein, suivant qu'on ait les moyens ou pas. Donc vous avez eu combien de temps à peu près? Bon, c'est une préparation que nous avons quand même nous avons répartie en 3 phases. Il y a eu une première phase en externe qui a débouché sur une compétition, le Challenge Trophy à Accra, donc du 27 mai au 3 juin. Et puis après cette phase, nous avons eu une semaine de préparation pour repartir à Accra le 15 juin pour le tournoi de la CEDEAO. Et ce tournoi de la CEDEAO a pris fin le 23 juin, nous sommes revenus. Et nous avons remis les enfants donc dans les différents groupes parce que c'était un groupe unique. Maintenant, il fallait le scinder en 2 pour distinguer des cadets, des juniors, puisque c'est une CAN cadet et junior. Est-ce que par étape, vous aviez apporté des correctifs? Oui, nous avons apporté des correctifs, et ça, je peux vous le dire, puisque le groupe qui allait donc au Challenge Trophy à Accra ne comportait pas les athlètes qui sont venus, notamment Ali, le numéro 7 qui jouait latéral gauche, qui s'est montré très percutant, et 2 autres athlètes de Bondoukou. Voilà, donc nous avons au cours des phases régionales, donc des finales de l'élite jeune, repéré un certain nombre d'éléments. En un mot, hein, vous n'avez pas eu vraiment le temps, assez de temps pour préparer cette équipe, et cela s'est fait sentir quand même hein, au Palais des Sports de Treichville, mais ce qui nous a vraiment marqué, c'est le fait que cette équipe de la Côte d'Ivoire a livré toutes ses rencontres avec un seul gardien de but. C'était un risque quand même. Il y avait un manque de gardien de but. C'est normal, en Côte avec toutes les équipes que nous avons. Bon, ce n'est pas normal, c'est vrai, mais vous savez, c'est des choix que l'encadrement technique fait. Nous sommes dirigeants administratifs, l'encadrement technique a ses raisons que nous ne pouvons pas connaître, que nous ignorons. Mais ce qu'il est important de dire, c'est que ce gardien-là, quand bien même il a joué seul, il a vraiment tiré son épingle du jeu. Oui. Et c'est sur ça que je voudrais m'arrêter, parce que ce garçon a été très courageux. Mais cela n'excuse pas quand même le fait qu'il y ait un seul gardien. Même qu'il a été bon, je pense qu'il faudra corriger. La fédération va rectifier. Voilà, c'est clair. Je pense qu'on va écouter le président de la fédération ivoirienne de handball. Il parle donc de son équipe. Je suis très satisfait de la prestation de ces enfants parce que malheureusement pour nous, la préparation n'a pas été très bonne. Mais toutefois, il faut reconnaître que ces enfants ont jeté toute leur force et toute leur intelligence dans la bataille. C'est bien dommage que nous n'avons pas pu occuper une des 3 premières places pour nous qualifier pour la Coupe du Monde. Mais il n'y a pas lieu de désespérer. C'est une équipe qui nous montre qu'il nous faut continuer de travailler pour les batailles futures. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous dites, hein, qu'après ce que vous avez vu, il n'est pas question de relâcher un peu le volet cadet? Non, justement, il ne faut pas relâcher. Il faut travailler avec plus d'ardeur parce que les adversaires que vous voyez là, particulièrement les Maghrébins, ce sont des équipes qui jouent particulièrement depuis 3 ou 4 ans ensemble. Et c'est ce que nous devons faire. Et c'est ce qui justifie que nous avons pris nos enfants à des âges un peu en dessous de l'âge exigé pour que ces enfants-là continuent de travailler ensemble pendant au moins 1 ou 2 ans encore afin de nous donner satisfaction. Donc nous devons continuer de travailler. Il n'y a que le travail qui paye. L'autre point de satisfaction, c'est dans le plan organisationnel. Disons qu'aujourd'hui, c'est le satisfecit total. La Côte d'Ivoire a su être à la hauteur, relever le défi, ce qui montre que désormais nous bénéficions de la confiance de la Confédération africaine d'handball et cela va nous amener à organiser bien d'autres compétitions à travers lesquelles nous allons pouvoir aguerrir nos enfants. Et le championnat d'Afrique junior, c'est demain. L'ouverture, c'est demain. Et je peux vous assurer, tous les pays sont là. À l'heure où je vous parle, la réunion technique se tient
au village olympique que nous avons créé pour la circonstance. Un mot à l'endroit du public? Oui, je voudrais déjà remercier le public ivoirien. La population abidjanaise est sortie massivement, a soutenu cette compétition, a fait que nos autres se sont sentis vraiment chez eux. Hein. Et pour le championnat des juniors, je demande que le public vienne encore plus nombreux pour donner cette image de la Côte d'Ivoire là qu'on a toujours eue. Merci beaucoup à vous. Avant de vous laisser partir, nous allons écouter le président de la Confédération africaine de handball. Il a parlé de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Ensuite, un regard sur le handball au sud du Sahara. Et puis, bien entendu, de cette compétition qui démarre ce mardi au niveau des juniors. Pour un technicien averti, il est facile, n'est-ce pas, de constater que la Côte d'Ivoire est animée de très bonne volonté. La preuve est que l'équipe que nous avons vue évoluer, n'est-ce pas, a progressé au fil des matchs. La conclusion est fort simple. S'il avait été donné, n'est-ce pas, l'opportunité aux techniciens et à ces joueurs d'avoir des contacts du genre, je parie que c'est une équipe qui aurait également fait mal. C'est une équipe qui aurait également, n'est-ce pas, montré ce dont elle est capable. Ce n'est rien d'autre que la traduction du peu d'intérêt que nous marquons pour la formation de la relève. Et je pense qu'il faut, pour toute chose, il faut un début. Les pays au sud du Sahara ont compris aujourd'hui qu'il faut s'inscrire dans un processus de formation. Donnons le temps au temps pour leur permettre, n'est-ce pas, de bénéficier des fruits, n'est-ce pas, de cette nouvelle démarche. Nous avons accusé du retard sur les pays de l'Afrique du Nord, mais c'est déjà heureux quand même que les gens aient compris, les dirigeants au sud du Sahara aient compris, n'est-ce pas, qu'il faut s'inscrire dans cette nouvelle dynamique et assurer la formation de la relève. Vous serez surpris, n'est-ce pas, de découvrir un plateau d'or parce que on a donné l'occasion plus d'une fois aux juniors, n'est-ce pas, de s'exprimer. Et je pense qu'à ce niveau, vous aurez en face, vous serez sur le plateau des joueurs beaucoup plus aguerris. Nous retrouvons le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme, M. Alla. Bonsoir à bonsoir. Rebonsoir à Sébastien. Après 14 ans, on revient maintenant avec le Tour de Côte d'Ivoire. Ça va être une réalité? Oui, tout à fait. Nous sommes à une dizaine de jours de cette belle fête que nous souhaitons organiser. Nous pensons qu'elle va se faire. Nous allons prendre le départ à Yamoussoukro le 6 septembre. Et ça va durer combien de temps? En principe, une dizaine de jours. C'est-à-dire que nous commençons le 6 septembre. Nous allons dans le nord. Nous reviendrons à Yamoussoukro pour aller dans l'ouest. Nous reviendrons à Yamoussoukro pour repartir dans l'est. Et puis ensuite, nous allons venir au sud et donc finir à Abidjan le 16 septembre. Est-ce que toutes les populations, toutes les villes de la Côte d'Ivoire sont déjà mobilisées pour l'événement? Oui, je pense que toutes les villes étapes que nous allons visiter seront mobilisées puisque nous avons fait quand même des missions de reconnaissance. Nous avons averti les différentes autorités locales, politiques, administratives pour leur dire qu'il faut mobiliser donc le public de leur région. Nous espérons que tous ces gens-là vont sortir. C'est vrai que le cyclisme draine beaucoup de monde. On l'a vu avec les différentes compétitions qui ont été organisées par des organisateurs privés. Cette fois, c'est l'organisation de la fédération. Nous espérons qu'il y aura du monde. Quels sont les pays qui vont participer à ce Tour de Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire seule? Ah non, pas du tout. C'est vrai que la Côte d'Ivoire aura 3 équipes, oui. Mais nous avons quand même invité certains pays de la sous-région. Il y aura au total 9 pays. C'est d'abord des pays de la CEDEAO. Et ensuite, au niveau de l'Afrique centrale, il y a 2 pays qui viendront. Il y aura le Cameroun et le Gabon. Si je peux citer les pays de la CEDEAO, il y a nos voisins immédiats qui sont le Burkina, le Mali, qui sont invités. Ensuite, un peu plus loin, il y a le Togo, il y a le Bénin. Il y a aussi un voisin proche, le Ghana, et la Sierra Leone. Et je crois que j'ai tout cité. C'est en fait au total donc 9 pays d'Afrique, plus le Nigeria que j'oubliais. Donc 9 pays d'Afrique qui vont venir faire la fête avec nous. On avait invité également une équipe française, amateur. Mais celle-là s'est désistée au dernier moment parce que bon, elle s'est dit que la situation en Côte d'Ivoire n'était pas encore très, très stable.
Voilà, elle ne viendra donc pas. C'est une grosse erreur. Hein? Tout à fait. Est-ce que vous avez un appel à lancer à toute la population de la Côte d'Ivoire, en tout cas en ce qui concerne l'organisation et la réussite de cette compétition? Bien, c'est un appel que je lance vraiment à tous les amoureux de la petite reine. Ça fait 14 ans que la petite reine a disparu des écrans, des écrans des compétitions internationales. Nous revenons en force. Nous allons visiter pas mal de villes de la Côte d'Ivoire, à peu près une quinzaine de villes de la Côte d'Ivoire. Donc que toutes les populations sur le passage sortent. Qu'elles sortent parce que le Tour de la Côte d'Ivoire cette année a un aspect particulier, c'est le Tour de la réconciliation. Donc nous voulons passer par le sport pour effectivement aboutir à une réconciliation vraie. Les populations vont sortir, nous allons faire ensemble la fête, nous allons acclamer ensemble les sportifs, nous allons vraiment, je dirais, faire la grande fête. Et je pense que par cette façon de faire, nous pouvons donc aboutir à une réconciliation vraie des Ivoiriens. Et comme le sport est toujours facteur de réconciliation, nous pensons que ça va être une grande réussite et toujours le sport, je dirais, en avant donc pour la réconciliation avec le cyclisme, la petite reine. Vous restez avec nous, on va parler des Jeux paralympiques de Londres. Les Ivoiriens, après 3 semaines de préparation en Angleterre, ont rejoint le village olympique. La Côte d'Ivoire est représentée en athlétisme et en haltérophilie. Cathy Touré a rencontré les athlètes avant la compétition. 4 athlètes ivoiriens sont à Londres pour les Jeux paralympiques. Au village paralympique, la délégation est logée au 7e étage de l'immeuble Istra House. Au rez-de-chaussée, dont les bureaux octroyés au pays, le président Trazi Serge Pacom et ses collaborateurs s'occupent des dernières démarches administratives avant les compétitions qui commencent le 31 août pour les Ivoiriens. Les objectifs sont précis. Cette mission, c'est d'honorer la Côte d'Ivoire par une meilleure représentation. Après les stages de 3 semaines dans la région de Bedfordshire, en tout cas, les athlètes sont bien et nous espérons qu'au bout du compte, nous allons certainement, avec la grâce de Dieu, venir avec une médaille pour la Côte d'Ivoire. De leur côté, les athlètes s'attellent à mériter la confiance par le travail. Nous avons retrouvé les 2 haltérophiles Diamoutene Alidou et Tchei Karine en pleine séance avec leur entraîneur Kwasi Jean-Baptiste. Ils sont en train de retrouver de façon progressive leur niveau. Et ils retrouvent leur niveau. Et la difficulté se situe surtout au niveau de la gestion concomitante du poids avec les charges à l'entraînement. Bon, nous essayons de gérer ça aussi au mieux. Ils rentrent progressivement dans leur catégorie. Et à chaque fois qu'il y a un effort fait dans ce sens, nous essayons d'équilibrer avec les charges qu'ils ont à soulever. Et je crois que tout se passe pour le mieux pour l'instant. Je peux dire que les plans se sont bien passés. On a pu bien se préparer. On attend la compétition. On a fait ce qu'on pouvait faire. Maintenant, on va remettre dans la main de Dieu. Chaque fois, il faut s'améliorer. Vous savez, c'est un sport qui n'est pas facile chez nous. L'haltérophilie, c'est chaque année qu'on gagne un peu en force, en expérience, tout ça. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Les 2 autres athlètes, Kimou Frédéric et Nougo Jean-Luc, s'entraînent en dehors du site. La Côte d'Ivoire sera présentée officiellement mardi, à l'instar des autres pays, comme ici le Nigeria. La cérémonie d'ouverture officielle est prévue pour le mercredi. Pour rappel, la Côte d'Ivoire compte 4 médailles aux Jeux paralympiques. 2 en or à Atlanta en 1996, 1 en or à Sydney en 2000 pour Kone Oumar et 1 de bronze à Sydney pour Kofi Krapol. Avec le directeur de l'ONS, M. Kofi Aboua Joseph, nous allons parler de ce séminaire. Il y avait urgence? Plus que d'urgence, il y avait nécessité. Voilà. Il faut dire que nous sommes à la tête de cette structure et au cours donc, de notre gestion, nous avons remarqué qu'il y avait pas mal d'incompréhension. Et donc, cette compréhension était due au fait qu'il y avait une méconnaissance au niveau des procédures. Donc, il fallait absolument que nous nous retrouvions et ça se passe vraiment très bien. Donc, nous sommes heureux pour ce séminaire. Daniel Kobi, le basketball qui fait plaisir avec une qualification pour le mondial. Nous l'avons dit en début d'émission, l'équipe nationale des moins de 18 ans était au Mozambique où se déroulait la CAN de la catégorie. C'était du 16 au 25 août dernier.
L'objectif au départ pour la fédération, c'était de remporter le trophée et la qualification du trophée. Malheureusement, la Côte d'Ivoire coincée devant le Sénégal, 72-61, mais reste deuxième de la compétition. Donc, la qualification pour le mondial est acquise. La Côte d'Ivoire ira au mondial au Canada en 2013. Ils ont été accueillis, les braves basketteurs ivoiriens ont été accueillis ce matin par le ministre des Sports et Loisirs. Ils avaient pour mission d'aller qualifier la Côte d'Ivoire pour le mondial des moins de 18 ans à la CAN de la catégorie qui avait lieu à Maputo, Mozambique, du 16 au 25 août 2012. Avant leur départ, ils avaient même pris l'engagement de défendre brillamment les couleurs ivoiriennes. Nous sommes vraiment déterminés à revenir là. Nous sommes vraiment déterminés à aller au mondial. Ces choses faites désormais. Les voilà, de retour, les 12 éléphantos, avec une place de deuxième après le Sénégal, mais surtout avec en poche le ticket qui leur donne droit au mondial des moins de 18 ans du Canada en 2013. À leur arrivée, parents, amis, fédérations et le ministre des Sports et Loisirs en personne sont allés les accueillir et leur manifester la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire. On avait espéré effectivement être champion, il faut le dire, j'y croyais fermement et je l'avais répété aux dirigeants et aux encadreurs. Mais vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Nous avons quand même été finalistes et qualifiés pour la Coupe du Monde. Et je pense que pour un coup d'essai, je peux dire que c'est un coup de maître. Je voudrais déjà, à notre niveau ici, dire encore une fois de plus félicitations au président de la Fédération ivoirienne de basketball, à tous les encadreurs, à tous les joueurs qui, ma foi, ont défendu le drapeau ivoirien et l'hymne national de Côte d'Ivoire à Maputo. Être finaliste n'est pas rien. Ça fait déjà combien de finales que nous jouons, c'est déjà placer la Côte d'Ivoire à un niveau très haut. Je pense que le président de la République sera très heureux de vous recevoir et vous dire de vive voix. Sa voix est plus bonne que la mienne. Sa voix est plus solide que la mienne. Et je pense que... Heureux de cet accueil, le capitaine de l'équipe nationale de moins de 18 ans a exprimé son regret de ne pas avoir remporté la CAN, mais apprécie la deuxième place de la Côte d'Ivoire qui la qualifie au mondial de moins de 18 ans. Nous voulons d'abord vous dire merci pour tout le soutien que nous avons accordé. En quittant Abidjan, nous avons dit devant toutes les caméras que nous partons chercher la coupe en premier et en objectif second, se qualifier pour la Coupe du Monde. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir la coupe, mais par la grâce de Dieu, nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde. Nous avons donné tout ce que nous pouvons, malheureusement on n'a pas pu, mais nous tenons à vous dire merci. Je tiens aussi à remercier mes camarades qui se sont battus comme de vaillants guerriers pour l'honneur de leur pays. Les jeunes ont joué leur partition, reste maintenant à la fédération de mettre en place un programme de préparation de ce mondial afin que la tutelle dégage très rapidement les moyens conséquents. Et c'est pour dégager ces différents moyens ou différentes compétitions que ce séminaire a été initié par l'ONS. Il y a eu donc l'ouverture ce matin. Monsieur le directeur, vous pensez qu'après ce séminaire, il y aura de très bons résultats et que tout va aller entre vous et les différentes fédérations sportives? Absolument. Absolument, parce qu'il faut dire qu'à travers ce séminaire, nous avons eu donc à débattre des points qui, en fait, sont des points essentiels pour d'abord les fédérations et ensuite nous-mêmes. Alors, comme on venait de le voir tout à l'heure, lorsqu'une équipe doit participer à une compétition internationale, il y a toute une procédure qui se met en marche. D'abord, il faut préparer une communication au Conseil des ministres. Et lorsque ce document est validé par le gouvernement, en ce moment, nous demandons donc aux fédérations de nous envoyer des pièces qui nous permettent de décaisser les fonds. Alors, tout cela met quand même un peu de temps. Alors, ce qui fait qu'à travers donc, ce séminaire, nous avons la possibilité de bien expliquer aux responsables des différentes fédérations, de telle sorte que dorénavant, nous ne voyons plus ce que nous avons vu par le passé. Par le passé, enfin jusqu'à maintenant, il faut dire que les documents n'arrivent pas vite et très souvent on n'arrive pas à décaisser les fonds avant le début des compétitions. Ce qui fait que soit les fédérations elles-mêmes sont obligées de préfinancer ces compétitions-là, ou alors
lorsque nous arrivons à le faire, nous n'arrivons pas à leur donner la totalité, n'est-ce pas, de ce qui est contenu dans la communication. Vous les avez sentis concernés par... Ah oui, très heureux d'ailleurs, très heureux. Je crois que le ministre qui était là ce matin était heureux de constater que pratiquement tous les présidents des fédérations étaient là. Et au cours donc de ces assises-là, ils ont souhaité vraiment que, on va le finir demain, mais ils ont souhaité déjà que ces gens de rencontre puissent souvent se dérouler de telle sorte que vraiment nous puissions aplanir tout ce qui a toujours... Et la fin, c'est demain, hein? La fin, c'est demain. Ce mardi. Voilà. Ce mardi, voilà, exactement. Votre souhait, c'est que tout marche bien? Tout marche bien, c'est important. Voilà, on va vous souhaiter très bonne chance. C'est vrai qu'on ne pourra pas tout dire aujourd'hui. On aura le temps de vous retrouver sur un autre plateau pour parler largement de ces conclusions. Mais nous vous souhaitons de passer de très bons moments et un bon retour. Merci bien. Et pour préparer-vous bien pour demain. Les fédérations sportives vous attendent. Absolument. Merci. Merci beaucoup. Merci, vous restez avec nous. Le temps de parler donc de karaté avec Anne-Marie Nguessan depuis le samedi 25 août. L'association ivoirienne de Wado Ryu Academy organise un stage international. Nous allons écouter quelques réactions. Notre objectif, c'est d'essayer comment on appelle ça, c'est de remettre un peu le Wado Ryu dans le même moulage que ce qui se fait ailleurs et surtout au Japon. Les Ivoiriens ils connaissent déjà beaucoup de choses. Mais ce que moi j'amène, c'est tout simplement peut-être des perfectionnements dans toutes les techniques qu'ils savent déjà. Vous savez, il n'y a pas de technique parfaite, mais tout est perfectible. Donc c'est pour ça que je suis là. Il faut dire que c'est encore timide. Je voudrais à peu près 700 athlètes. Je suis à peu près 300-400. Je voudrais donc interpeller les autres à s'y mettre que l'entraînement c'est pour une semaine. Que les retraités puissent se signaler parce qu'on continue tous les jours de 18h à 21h. Voilà, nous avons écouté avec beaucoup de plaisir nos amis des arts martiaux. Daniel Koubi, il y a du Kung Fu également. Oui, il y a eu du Kung Fu ce week-end et les arts martiaux chinois étaient à l'honneur au gymnase des sapeurs-pompiers de l'Indénié. Au programme, les Tao et les Sanda dans la pure tradition chinoise. 80 athlètes venus de 7 clubs, Yopougon, Grand Laou, Zone 4, Makori, Port-Boué, Adjamé et Koumassi, ont répondu présents à l'invitation de la Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois. C'est un type de compétition qui met en évidence la richesse des arts martiaux chinois. Vous savez qu'il y a une multitude d'écoles au niveau des arts martiaux chinois. Et donc, aborder le plan traditionnel permet à l'ensemble des pratiquants de notre fédération de se retrouver comme membres à part entière de la fédération. Dans la pure tradition chinoise, les combattants ont montré qu'ils avaient des bases en Tao traditionnel sans armes et avec les armes. En Tao, justement, technique animée, Nguessan Yao Paul se classe premier avec les tableaux qu'il a présentés au jury. Thierry Tiessé Jérôme occupe la deuxième place. La figure de Tao qu'il a présentée lui permet de devancer Zamblé Serge, troisième. Toujours en Tao, cette fois avec les mains nues, Nguessan Yao Paul a encore fait parler ses prouesses, se classant premier devant Kwabena Angwa et Zamblé Serge. En Sanda, combat, final moins 70 kg. Sidibé Abdoulaye, plastron rouge avec 2 projections, est venu à bout de Yeo Shigata. Final moins 75 kg. Victoire de Porgo Amidou devant Togosé Wega par projection. Une première du genre dans le style traditionnel apprécié par les invités de la Fédération ivoirienne et les membres de la direction des sports de haut niveau qui ont été heureux de remettre les récompenses des différents vainqueurs. Robert Braza, journaliste à Canal+ et Africa numéro 1, est avec nous. Cette fois pour parler de l'Africa Sport d'Abidjan. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Des tournées, l'Africa veut donner une autre image. L'année prochaine, nous aurons donc cette équipe du Real, voulue par le président de l'Africa. On revient à vous tout à l'heure. Le temps de saluer également à M. Ouattara Brahima, qui va donc donner des raisons d'une très grande fête qui aura lieu prochainement, je suppose quelques semaines. Oui, c'est le samedi 1er septembre. Oui, à côté des grands tours de la Riviera, sur le terrain de Maracana, en face des jardins de la Riviera.
Et 30 ans d'amitié, ça devient de la fraternité. Et le club des amis de la Riviera organise cette cérémonie pour commémorer cette longue chevauchée des amis. Parce qu'on ne peut pas rester pendant 30 ans ensemble. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont cette longévité. Et donc le 1er septembre, nous organisons à partir de 7h30 sur le stade de Maracana, des grands tours de la Riviera, cette manifestation avec une production des anciennes gloires du football ivoirien, Laurent Pokou, Niaouré Bernard, qui vont jouer contre les anciens aussi de la Riviera, des messieurs comme Bableson, Dadier Christophe du Stella. Ces messieurs qui ont déjà dépassé la soixantaine vont se produire en marge de la compétition officielle. Et nous aurons aussi un volet humanitaire où nous allons faire du don de sang, des consultations ophtalmologiques et puis des prises de tension artérielle pour la population d'Anono et de la Riviera Golfe. Merci, vous restez avec nous. On va parler d'une autre discipline, c'est beaucoup de plaisir, vous allez voir tout à l'heure. Il s'agit du freestyle. Fin de la saison, le champion de Côte d'Ivoire est connu. Il a obtenu également un ticket pour le championnat du monde dans cette discipline. Du plaisir, il y en a eu ce week-end au Palais de la Culture. 16 freestylers ont pris part à la finale du championnat de freestyle qui a démarré au mois d'août 2012. Chaque athlète a eu le temps de passer devant le public et les membres du jury pour montrer ce qu'il sait faire d'un ballon. L'âge ne compte pas, la taille aussi. Après les 8e et les quarts de finale, 4 freestylers se sont retrouvés en demi-finale. La légende était face à Moussa Kro. La légende, avec un handicap au bras, ne s'est pas laissé distraire par l'adversaire. Il s'en sort avec 67 points. La deuxième demi-finale a opposé Kaladze à Titi Abdul Kone. Parfaite maîtrise des techniques de démonstration et de séduction, Titi se retrouve en finale avec 66 points. La partie était annoncée très serrée entre les deux finalistes. Titi Abdul, short jaune, et la légende, short noir. La légende a utilisé toutes les techniques pour avoir la caution du public. Mais au Palais de la Culture, ce samedi 25 août 2012, il y avait un magicien, Titi Abdul Kone. Moi, je suis un gars, je travaille beaucoup et j'ai le courage d'affronter mes adversaires. J'ai pas peur parce que j'ai confiance en moi. J'ai la foi en Dieu. Je sais ce que je fais. Titi Abdul devient donc champion de Côte d'Ivoire à 14 ans et se qualifie pour le championnat du monde de freestyle en Italie au mois de septembre 2012. Et toi tu veux quoi? Une life tour, je peux réaliser mes rêves, mes envies avec mes amis. Epic Nation réalise mes rêves, mes envies. Epic Nation se funda et finit. Epic Nation c'est claquer, s'amuser. Epic Nation régaler, partager. Epic Nation tous ensemble vivre mieux. Imagine ta life avec Epic Nation, tu ne seras plus le même. Epic Nation. Rejoins vite Epic Nation pour profiter de plein d'offres exclusives chez nos partenaires. Envoie Epic par SMS au 33,99 de ta puce Move. Move, no limit. Robert, l'Africa est donc parti. Les dirigeants sont déjà partis pour cette grande tournée. Absolument. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Ma joie d'être là déjà, même si je ne joue pas aussi bien, voilà, on va dire, voilà, à ce style de football qui est extraordinaire. Les dirigeants, oui, mais les joueurs aussi. Moi, je suis heureux d'être là pour dire qu'effectivement, le défi Oyer a été lancé aujourd'hui, que le premier match a eu lieu à Toulepleu, que c'était une liesse absolument formidable. Le score de la première journée de cette tournée du défi Oyer a été de 3-2. 3 buts en faveur de l'Africa et 2 buts en faveur des Oyer, avec une révélation qui est le jeune P. Serge,
qui est un jeune originaire de la région de Toulepleu. Ça a été une fête, Sébastien. Je crois que ça a été ce que l'on attendait de ce défi et de cette tournée qui honore véritablement le football ivoirien, mais également le peuple ivoirien, qui montre sa générosité à travers le sport. Et il y a encore 6 autres étapes et je crois que ce sera vraiment du très beau spectacle. L'Afrique est sur la bonne voie. Hein? Il est sur la bonne voie. Alors le Real et ses millions pourront attendre, mais ils ne produisent pas autant d'émotions qu'on peut en produire dans le foot ivoirien. Le doyen est témoin. Je parlais tout à l'heure avec Tano Marcel au niveau du Maracana. On s'est croisés cet après-midi. Je crois que le ballon arrive à fédérer, à aller au-delà des confessions, au-delà des courants. L'Ouest a beaucoup souffert. Ce pays, la Côte d'Ivoire, a beaucoup souffert. Il reste plusieurs étapes, il reste plusieurs moments pour pouvoir sortir des cantons, des villages, des fiefs. Il y a Bloléquin demain, il y a Guiglo mercredi, il y a Djouekoué jeudi, il y a Quibli le vendredi, il y a Mans avec les Amazones qui joueront. Et puis l'Africa Sport, la première équipe contre les Oye, qui seront donc les révélations de ses meilleurs joueurs. Et je crois que dans la vision de Maître Koné-Cheikh Oumar, le PCA de l'Africa Sport et du Conseil, il y a aussi cette idée de se dire qu'à un moment donné, cette élite du sport peut briller aussi à travers des actions comme celle-ci qui auront une portée, je suis sûr, internationale et qui montreront que l'espoir est permis de ce côté-là. Vous avez un t-shirt? Oui, c'est un cadeau en fait de Sissa Abdul Karim, le gardien, qui m'a fait promettre de le remettre à son vieux père. C'est la terminologie. C'est le t-shirt du défi Oye, le défi Oye 2012. C'est une première édition qui s'est embarquée. Toutes les personnalités, toutes les stars sont là-bas de cette équipe. Tiemoko, voilà, Sekou, Timité et les autres. Et surtout Toto Nobilé, qui va pouvoir découvrir le playba auquel il voulait s'attaquer. Il aura l'occasion de le faire, Bernardin et tous les autres. Mais surtout, je pense qu'il y a à dire autour de cette tournée du défi Oye que la RTI, et je remercie vraiment la maison RTI, tous nos confrères de la presse nationale et internationale d'avoir relayé, c'est qu'il y a au-delà de ce tournoi, au-delà du feuilleton qu'a pu mettre en avant l'Africa Sport, une volonté des gens de se tenir debout, quelle que soit sa condition. On est un cultivateur, on est un élève. On a ce mois d'août, cette fin du mois d'août, début septembre, pour pouvoir montrer son ballon, pour pouvoir montrer qu'on peut vraiment faire des belles choses. Et c'était une réunion extraordinaire au stade. Merci. Il y a eu vraiment une liesse extraordinaire. Je souhaite vraiment que mon ami et frère Daniel Kouebi puisse y aller. Voilà. Et clin d'œil à Benson Kiraka. C'est une invitation. Qui aimera. Merci beaucoup à vous, Robert Braza. On va vous retrouver prochainement sur ce plateau pour faire le bilan de cette tournée de l'Africa Sport d'Abidjan. On va parler de Omnisport. Il y a une interview réalisée par Ange-Alain Assoukrou. Un nouveau président est élu au niveau de la conférence des présidents de fédération. Ce qui m'a motivé, c'est que moi je suis un professionnel du sport parce que bon, je fais du sport depuis longtemps pour beaucoup de disciplines. Et j'ai senti que nous avions la ressource humaine dans les fédérations sportives, mais qui n'est pas exploitée. Donc je me suis dit, pourquoi est-ce que tout le temps nous allons et puis nous ne réussissons pas? Il faut que nous soyons réalistes. Pour dire que si nous allons en Coupe du Monde, ce n'est pas pour faire de la figuration, mais c'est pour occuper un rang honorable. C'est vraiment prématuré de dire que nous allons prendre tout de suite la Coupe du Monde. Ainsi pour d'autres grandes disciplines. Donc je me suis dit que nous pouvons nous mettre ensemble, aider le ministre des Sports, mettre des stratégies en place, donner notre expérience les uns et les autres pour que désormais, nous n'allons pas la grande désolation que nous imposons à la population cesse. Les actions fortes qui sont prévues actuellement, c'est la mise en place d'abord d'une commission qui sera chargée de la vie des fédérations. Il faut comprendre que souvent il y a des problèmes parce que nous ne faisons pas le distinguo entre les fédérations sportives et les fédérations de loisirs. Nous sommes dans le même ministère, mais il faut qu'on fasse le distinguo pour que on voit désormais quand on décide, quand on veut parler du loisir, on parle du loisir. Quand on veut parler du sport, on parle du sport. Et quand nous allons faire ça, nous allons faire taire, baisser la tension sur la parafiscalité et puis véritablement nous mettre sur les compétitions nationales, internationales pour que cela soit fait de manière professionnelle. Voilà, on va parler maintenant de plusieurs disciplines sportives qui se sont déroulées ce week-end dans les communes de la ville d'Abidjan. Le BMX gagne du terrain en Côte d'Ivoire. Ce week-end, les adeptes de ce sport se sont donné rendez-vous à Yopougon-Ndokwa pour une compétition parrainée par Doucouré Moustapha. 4 groupes de 4 cyclistes
des communes de Yopougon, Abobo, Trècheville, Koumassi et 2 groupes de Toumoudi et Grand Bassam étaient en piste. Le BMX étant un sport technique, acrobatique et spectaculaire, demandant des qualités physiques, de la puissance, de l'explosivité et de l'endurance. Au thème des différentes démonstrations et figures de style, individuelles et collectives, c'est le groupe de Koumassi qui est déclaré vainqueur. Traoré Ahmed, de la commune d'Abobo, est désigné meilleur pilote. Les différents vainqueurs ont reçu leur trophée et récompense des mains du parrain, Doucouré Moustapha. Vivre sa foi en appliquant les saintes écritures n'empêche pas de s'adonner au sport, bien au contraire. Le sport, en effet, outre ses bienfaits physiques, permet de mettre l'accent sur les valeurs qui fondent la vie en société. C'est par ces paroles que le bishop Benjamin Boni a donné le coup d'envoi du championnat national méthodiste de football samedi à l'Institut national de la jeunesse et des sports de Makové. En match de gala, les prédicateurs ont battu les conducteurs par 1-0. Le match officiel d'ouverture a mis aux prises le district méthodiste d'Abobo à celui de Yopougon. Le match d'un bon niveau technique s'est déroulé dans un bel esprit de fraternité. Normal pour les enfants de Dieu. Une erreur de la défense d'Abobo va offrir à Yopougon l'occasion d'inscrire l'unique but de la partie. Cette première rencontre, visiblement, annonce une compétition de haute qualité à la grande satisfaction de Philomène Amani, responsable de l'organisation de ce championnat méthodiste, dont la finale se jouera le dimanche 30 septembre. Kifton Game. C'est autour de ce concept de basket de rue que 6 équipes de jeunes se sont retrouvées au stade de la Cité verte de Yopougon pour partager leur passion. Après les éliminatoires, ce sont les équipes de Ananere et West Coast qui se retrouvent en finale. Devant le parrain Doucouré Moustapha, Ananere domine West Coast 6-4 et enlève le trophée du tournoi de basket. Avant la remise du trophée, le parrain Doucouré Moustapha s'est dit heureux de la tenue de ce tournoi dans la commune. Le capitaine de Ananere reçoit le trophée du grand vainqueur à la grande joie de ses coéquipiers. Pierre Gondo est avec nous pour parler de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Les éléphants seront face au Sénégal dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2013 en Afrique du Sud. Quelles sont les informations fraîches que nous pouvons avoir? Ok, d'abord, merci bien, cher monsieur. Il faut rappeler simplement que le match aura bien lieu le 8 septembre à 17h au stade de Fouette-Boigny. L'information, j'allais dire la plus fraîche, c'est que l'équipe arrive le 3. L'équipe arrive le 3. Les billets seront mis en vente le 3 septembre. Je peux vous donner les lieux de vente. Il y aura donc des billets en vente au siège de la fédération, au stade de Fouette-Boigny, au stade Champrou, dans les mairies d'Abobo, Adjamé, Koumassi et Port-Boué, à Yopougon, chez Hassan. Et puis bon, je peux donner également aussi, si vous voulez bien, les tarifs des billets. Les billets iront donc pour les virages à 1000 francs. La tribune lagunaire à 2000, latérale à 5000, la tribune officielle A et B 10 000, et puis les espaces VIP et les VIP 20 000 et 50 000. Tout est fin prêt. On vous a dit qu'on fera tout pour faire mettre une organisation, j'allais dire, très huilée en place. On va jouer un match à guichet fermé, on insiste là-dessus, c'est-à-dire que le jour du match, il ne faut pas attendre le jour du match pour chercher un ticket. On va vendre suffisamment tôt les tickets pour que chacun puisse s'en en procurer et qu'on puisse vraiment avoir, j'allais dire, être serein, avoir une organisation bien huilée pour pouvoir aller à ce match ô combien important. Les gens sont super motivés, hein? On l'espère bien, on l'espère bien. On espère que la population qui aime tant son équipe nationale va venir se déplacer nombreux pour venir, j'allais dire, supporter les éléphants. Vous savez que nous jouerons cette CAN spéciale 2013 sur 2 matchs. En aller-retour, nous affrontons donc le Sénégal. Donc sur 2 matchs, nous allons jouer notre qualification. Nous allons, les garçons, vous savez, ils ont l'habitude de mettre le pied au plancher, de se battre. Donc ils vont se battre et on espère que vraiment le public sera là. Ce 12e homme là, nombreux au stade pour nous permettre... Il va falloir beaucoup de discipline, hein, ce jour-là. Mieux que ce que nous avons vu hier, en tout cas. Bon, voilà, je pense que
toutes les informations concernant l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ont été donc données. On va donc vous dire tout simplement que cette date est à retenir parce que le face-à-face aura bien lieu entre cette équipe de la Côte d'Ivoire, les éléphants, et puis cette équipe du Sénégal, les lions. Attention, attention, alerte nationale. Les éléphants de Côte d'Ivoire, attaqués par une meute affamée de lions venus de la Teranga. Le danger est perceptible, mais l'éléphant, soutenu par sa troupe, est prêt à faire front. Dernier tour éliminatoire de la CAN 2013. Côte d'Ivoire, Sénégal. Samedi 8 septembre à 17h au stade Félix Houphouët-Boigny. Côte d'Ivoire, Sénégal. Mobilisons-nous et l'éléphant ira en Afrique du Sud. Ouattara Brahima, vous organisez donc cette grande fête à la Riviera. Et puis, il y a de grands parrains qui seront ce jour-là. Oui, le parrain, c'est un homme connu du milieu sportif, M. Bourouaka Pascal, qui a fait ses preuves. Nous l'avons choisi. On n'a pas voulu d'homme politique. On voulait quelqu'un qui est imprégné du milieu sportif. Notre choix s'est porté sur M. Bourouaka Pascal, qui sera là le samedi. Le coup d'envoi, c'est à partir de 8h. Les équipes sont déjà prêtes? Oui, les équipes sont déjà prêtes. Elles seront là. Mais il y a un match qui va certainement attirer l'attention des gens. Comme je l'ai dit, c'est le match de gala qui va se produire entre les vétérans de la Riviera qui ont plus de 60 ans. J'ai cité tout à l'heure Dadier Nobou Christophe qui a joué au CELA, Bablesson qui a joué au stade d'Abidjan. Ils vont affronter la génération Laurent Pokou, qui est leur génération, bien sûr, Laurent Pokou, Niaouré Bernard, Ivaris Kouadio. Et en plus, nous avons des invités de marque. Nous avons Eugène Kakou, Jean Cambiré, Diomandé Metouba. Nous avons le professeur Alain Ekra, que les gens qui ont fait beaucoup pour le sport ivoirien. Et parce qu'au-delà du sport, on veut se servir de ces 30 ans pour appeler toute la population de Cocody de venir pour sauver des vies humaines en venant faire don de leur sang pour aider la banque de sang à sauver des vies humaines dans les hôpitaux. Merci à vous, M. Ouattara Brahima, pour ce temps que vous avez passé avec nous. Et nous pensons qu'on aura une très grande fête ce jour-là à la Riviera. La deuxième partie de cette émission s'annonce avec Benson Pierre Aka et Rach Ngessan Kwasi. On va parler de la super division. Mais avant, on s'intéresse un tout petit peu au Maracana pour dire tout simplement que le Boigny Maracana Club de Yamoussoukro a remporté ce week-end au complexe sportif de Yopougon la deuxième édition du tournoi des jeunes devant les arcs du 16e arrondissement de Yopougon. On se retrouve lundi prochain. Au revoir. Mais suivez bien cet élément. Là où on attendait la Somassi, champion en titre et d'autres ténors du DITI d'Abidjan dans ce championnat Open, ce sont plutôt des formations venues de Grands Atri, de Yamoussoukro et de Saïwa qui s'illustrent. On est tellement content qu'on ne sait même pas, on ne peut même pas s'exprimer. C'est le stage. Parce qu'au départ, on a été repêché et venu jusqu'à gagner la coupe. Malgré leur bonne volonté, les 5 représentants de l'intérieur du pays connaissent des fortunes diverses. Quand Grands Atri et Boamassi de Yamoussoukro accèdent au deuxième tour. Cependant, les Bleus de Grands Atri voient leurs rêves se briser aux portes des demi-finales, battus au tir au but 3-2, quand les hommes de la cité du Bélier, eux, continuent l'aventure pour la finale. Bien avant, le public du complexe sportif de Yopougon a eu droit à une sobre cérémonie d'ouverture, ponctuée par des allocutions et le coup d'envoi symbolique. En marge de cette finale, la FIMADA, qui s'appuie sur le social, a apporté son soutien à l'opération don de sang organisée par Jim Santé. Retour sur le terrain, l'affiche de la finale entre l'équipe, les amis du 16e de Yopougon et le Boigny Maracana Club
est inédite. Dans ce match, ce sont les Maracaniers de la capitale politique qui font la bonne opération en s'imposant 1-0. Une réalisation réussie dans la seconde période et de Fanny Becker-Hong qui les propulse dans les étoiles au coup de sifflet final. Le Bramassi enlève donc la deuxième édition du championnat national des jeunes. La joie du vainqueur contraste bien évidemment avec la déception du finaliste. C'est le sport le meilleur à gagner. La FIMADA qui a tenu à récompenser les plus méritants de ce championnat des jeunes avec une cagnotte de 1 million de francs CFA pour le grand vainqueur peut se satisfaire de sa bonne tenue. Après donc la Soumassi la saison dernière, le champion 2012 chez les jeunes se nomme Boamassi, une formation qui fera certainement parler d'elle. Bonsoir à toutes et à tous. L'information donc du week-end, c'est le COE Sport de San Pedro, champion de Côte d'Ivoire pour la première fois de son histoire. Et ça fait vraiment longtemps qu'aucune équipe de l'intérieur n'avait donc obtenu ce titre. Et c'est en compagnie de Rachid Nguessan Kwasi qui, depuis le début de la Super Division, tient lieu de consultant, donc nous assiste et nous apporte son éclairage donc, pour cette Super Division 2012. Et puis un invité, je vais dire logique de cette émission, le président Eugène-Marie Diomandé également, donc le président certainement le plus heureux du championnat de Côte d'Ivoire cette saison. Bonsoir président. Bonsoir Benson, bonsoir Rach. Ouais. Bonsoir Rach. Alors président, 24 heures après, vous avez bien dormi hier? Ben écoutez, oui, j'avoue que j'ai bien dormi, d'un sommeil lourd et profond. Et je me suis réveillé aux aurores, comme un ange, voilà. Alors, Rachid Nguessan Kwasi, le COE, donc depuis le début de la Super Division, avait pris la tête du championnat. S'y est accroché aujourd'hui, à une journée de la fin, le COE obtient ce titre de champion. Oui, c'est une véritable révolution. Vous savez, depuis 1976, aucun club d'intérieur n'a pu bousculer la hiérarchie d'Abidjan. Le COE réussit à créer l'histoire. C'est une révolution personnelle d'abord, pas parce qu'il est là du président, qui a fait partager sa passion. Une révolution des joueurs qui, pour la plupart, ont été bannis à Abidjan et se sont retrouvés aux côtés des jeunes à San Pedro. Ils ont pris conscience. Pourtant, ils avaient du talent. C'est le cas des Foba, des Zougoula, des Ouattara, des Kodia et bien d'autres. Et ces joueurs-là ont montré toute la détermination d'un travail bien fait à la base. Voilà le résultat aujourd'hui. Le COE champion de Côte d'Ivoire, c'est une confirmation d'un talent qui s'est révélé dès le début de ce championnat. Alors, on va faire on va revenir sur cette 9e et avant-dernière journée de la Super Division. Je rappelle donc que la SEC Mimosa était face au COE pour un match considéré comme la finale, match nul 1-1, et que l'Union sportive des clubs de Bassam a gagné RH, a gagné donc face à la FAD, donc 2-1, et puis également la victoire de la JCA face au Stella Club d'Adjamé. On va revenir sur les rencontres donc, de cette 9e journée de la Super Division, au théâtre donc, de la Super Division. Avant-dernier tableau, acte 1. Le COE sur le trône. Le COE Sport de San Pedro décroche son premier titre de champion de Côte d'Ivoire. Les hommes du président Eugène-Marie Diomandé peuvent savourer leur sacre car ce fut loin d'être facile. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être champion de Côte d'Ivoire. Et être champion de Côte d'Ivoire, surtout avec le COE, une équipe de l'intérieur, je pense que c'est une grande satisfaction pour nous. Et je loue le courage de tous mes coéquipiers, de tous les dirigeants, à commencer par le président jusqu'au dernier, du staff technique et du Dieu suprême qui nous a soutenus pendant tout ce parcours. Dans la rencontre annoncée comme la finale du championnat national contre l'ASEC Mimosa, l'équipe du COE a beaucoup souffert. Sans doute tétanisés par l'enjeu, un match nul leur suffisait pour être champion. Les joueurs de San Pedro ont été fébriles tout au long du match. Et même lorsque, dans le temps additionnel de la première période, Michel Mvondo est exclu pour un deuxième carton jaune à la grande désapprobation des actionnaires, c'est encore l'ASEC qui se procure les meilleures occasions. Ainsi, à la 68e minute, la défense du COE est prise à défaut et Abdoul Ganiou Idi en profite pour ouvrir la marque. Les jaunes et noirs se dirigent vers une 3e victoire d'affilée pour revenir à 2 points des COEK.
Mais dans la dernière minute du temps additionnel, Denis Dembélé siffle penalty pour San Pedro pour une main de Yves Yao Ablakor dans la surface de réparation. Le ralenti de cette action litigieuse pour permettre à chacun de se faire son idée. Stevens Foba Kofi a le ballon du titre au bout du soulier. Il ne tremble pas. L'attaquant du Sewe prend Sylvain Komena à contre-pied. Tir parfait de l'ancien attaquant de l'ASEC Mimosa. Le Sewe Sport de San Pedro est champion de Côte d'Ivoire pour la première fois de son histoire. Les supporters de l'ASEC Mimosa, malheureux de la tournure des événements, ont longtemps manifesté leur mécontentement au coup de sifflet final de Denis Dembélé. Acte 2. La FAD en chute libre. L'académie de football Amadou Diallo avait déjà perdu tout espoir de titre avec sa défaite 1-2 face à l'Union sportive des clubs de Bassam. Méconnaissables dans cette dernière ligne droite de la Super Division, les académiciens se sont fait cueillir par 2 fois à l'entame des 2 périodes du match. À la première minute de la première période, le pressing de Bassam est haut. Sur le centre, Edem Kwame Akrofi place une tête imparable et Bassam ouvre le score. La FAD réussit toutefois l'égalisation 3 minutes après. Kwaku Mansou est à la réception d'un ballon de Cheikh Moukoro. Mais à la première minute de la deuxième période, Bakary Bamba pousse le ballon au fond des filets et permet aux insulaires de reprendre l'avantage 2-1. Le score aurait pu être plus lourd si sur cette superbe pichenette de Edem Kwame Akrofi, l'arbitre Léon Ngesanda n'avait pas dénoncé une position de hors-jeu de l'attaquant de Bassam. Situation cocasse dans cette rencontre. Mamadou Keïta, qui est rentré mais qui est apparu transparent, est remplacé à son tour, mais il refuse de sortir. Léon Ngesanda lui brandit le carton jaune. Il se résout alors à retrouver le banc. Un comportement que n'a pas apprécié son entraîneur Norbert Saraka. J'ai vu qu'il jouait autre chose que ce que je demandais. Donc c'est normal que je fasse confiance à quelqu'un d'autre. Maintenant, s'il lui pense qu'il est le président de l'équipe qui ne doit pas sortir, alors on va prendre des décisions qui s'imposent. 3e défaite consécutive pour la FAD qui, après avoir dit adieu au titre, est dorénavant sous la menace de l'ASEC et de Bassam pour la 2e place. L'acte 3 donc, de ce tableau 9, c'est la victoire également de la JCAT, donc au dépend du Stella Club d'Adjamé. Alors, Rachid Nguessan, on va quand même parler des incidents donc, qui ont eu lieu à la fin de ce match. Les supporters de la SEC qui voyaient donc la victoire qui leur était promise à 1 minute de la fin sur ce penalty donc conteste et ne sont pas contents du résultat final. Un petit mot quand même sur ces incidents auxquels la SEC ne nous a pas habitués. Ouais, il faut d'abord condamner le comportement de ces venus des tribunes. Ils ont peut-être mal jugé le coup sifflé de l'arbitre, mais l'arbitre n'était pas au montage avec le coup là. Et il n'a pas le ralenti, il n'a pas la loupe non plus. Il prend une décision, c'est dans la seconde près. Ce qui est arrivé, il faut condamner vigoureusement parce que ça ne ressemble pas aux supporters de la SEC Mimosa. Par le passé, très courtois, très respectueux. Mais hier, ils étaient dans un autre monde, sur un autre nuage. Il faut forcément condamner. Je voudrais peut-être dire et saluer, remettre le jeu au lien. À la mi-temps déjà, c'est ça. Il est descendu avec Kone Mamadou pour calmer l'ardeur de ses supporters. Le volcan était peut-être pas endormi, mais à la seconde mi-temps, lorsqu'il y a eu ce penalty, le cratère avec les magmas ont peut-être causé tout ce qu'on a vu au championnat. Les larmes incandescentes. Voilà, ce n'est pas du tout à encourager. Il faut prendre les responsabilités, des décisions fortes au niveau de la fédération. Et ce qui est curieux, c'est que la SEC rejoint l'Africa Sport, les clubs les plus casseurs du pays. Alors, il faut frapper pour que cela ne se reproduise plus. Alors, Maître Géonien, c'est quand même beaucoup de courage, parce qu'on a vu parfois hier au stade, au moment où les supporters sont vraiment ténébreux, il y va quand même
Il a failli se faire lyncher. Il avait déjà fait une fois déjà au Stade Football. De même que le président de la fédération. Mais ce qui me désole un peu ici, c'est le mutisme quand même, 24 heures après, de Maître Roger et son staff. Ils auraient pu quand même prendre le devant pour non seulement présenter des excuses à la population, parce que ce que les supporters ont fait là, il faut condamner, mais il est resté un peu à l'écart de cette situation. Ça a déploré. Les sanctions, naturellement, vont suivre, hein, côté de fédération. Il faut sanctionner. Oui, bien sûr. Et puis, ce communiqué donc, qui nous parvient du ministre des Sports et Loisirs, Philippe Légré, le ministre déplore et condamne les incidents survenus lors du match ASEC Mimosa à Sewe Sport de San Pedro, comptant pour la 9e journée de la Super Division de football. Ces actes ont causé des dégâts humains et matériels. Ces actes auraient été perpétrés par les supporters de l'ASEC Mimosa, mécontents de la prestation des arbitres. Donc, c'est un résumé succinct donc, du communiqué du ministre Philippe Légré. Monsieur le Président, vous êtes loin de tous ces mouvements, vous savourez pleinement ce titre. J'ai en mémoire, il y a 3-4 ans, le Sewe Sport de San Pedro qui descend en 2e division, et à l'AG qui suit, au moment où on s'attend à ce que vous soyez, chassé, entre guillemets, donc, par la population, vous êtes plébiscité à cet AG, et vous êtes là, quand même, vous tenez la base jusqu'à ce qu'aujourd'hui vous soyez champion. Oui, mais écoutez, Benson, sans forfanterie aucune, c'est vous-même les journalistes qui m'avez surnommé le magicien. Et je pense que vous avez pris la mesure de la magie, et aussi bien les supporters de la SEC. Parce que ce qui s'est passé hier, effectivement, parce que la SEC reste un club modèle. Et je pense qu'en fait, il y a eu un dépit suscité par le fol espoir de redevenir champion après une mauvaise entame. Et donc, vraiment, je souhaite que l'image qu'on garde de la SEC, c'est ce club au palmarès inégalé qui a engendré de grands joueurs et de grands dirigeants. Voilà, et je pense que c'est cette image-là qu'on doit garder et la SEC va se ressaisir bien vite. Maintenant, ceci dit, comme vous le disiez tout à l'heure, la descente en seconde division il y a 4 ans n'est pas due à un problème d'ordre, je veux dire, technique, ou bien à une insuffisance de performance au départ, liée au recrutement. C'est tout simplement dû à un choix. C'est un homme célèbre de ce pays, pour ne pas le citer, le président Fulbrani, qui avait dit à l'époque « Je préfère l'injustice au désordre ». Nous avions un effectif talentueux en son temps-là, mais qui était, disons, très turbulent. Très turbulent. Et j'ai pris sur moi la décision de révoquer 18 joueurs, les mettre à la touche. Et nous avons fait confiance à l'équipe des moins de 18 ans. Voilà, nous avions pris cette décision en pleine connaissance de cause parce que nous voulions éradiquer le mal, voilà, celui de laisser l'équipe être gangrénée, donc par un groupe de joueurs indisciplinés. Ce qui a expliqué le fait que nous n'ayons pas pu faire face sportivement donc à la situation et nous sommes descendus. Mais nous sommes remontés aussitôt l'année qui a suivi. Parce qu'au niveau du comité directeur, nous avons mis les moyens nécessaires, nous avons constitué une cellule de recrutement voilà, pour constituer une équipe, pouvoir remonter. Parce que remonter en première division n'est pas facile. La seconde division, c'est vraiment un purgatoire dans lequel il ne faut pas s'éterniser. Voilà, donc j'explique qu'en réalité, cette descente n'est pas due à une mauvaise planification au départ, mais elle a été due à une décision courageuse prise par le comité directeur pour éviter que la gangrène de l'indiscipline s'empare du club. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, ce qui s'est passé aussi hier, bon, c'est la même chose. Hein. C'est RH qui parlait de révolution. Effectivement, il s'agit d'une révolution parce que nous avons toujours cru que nous pourrions effectivement atteindre les sommets. Nous avons toujours cru que nous pourrions bousculer l'hégémonie que constituaient les deux clubs phares que sont la SEC et l'Africa. Et donc, nous avons travaillé dans ce sens-là. Il y a eu des jours moins heureux, c'est vrai, comme lors de la finale de la Coupe nationale, bien sûr. Mais à ce moment-là, nous avons trouvé des amis pour nous soutenir, comme justement vous autres, les journalistes sportifs, pour que nous ne renoncions pas à notre projet. Et donc, nous avons pu travailler avec un groupe sain de joueurs, un groupe de joueurs talentueux, de joueurs intelligents, avec un encadrement technique qui a pu mettre en exergue le talent de ces joueurs. Et nous sommes arrivés à ce résultat-là aujourd'hui. Pour nous, c'est un aboutissement, mais ce n'est pas une fin. Ce n'est pas une fin. Nous comptons aller encore un peu plus loin. On va aller donc écouter les entraîneurs à la suite de cette 9e journée. C'est le regard des techniciens. Sur 3 matchs, on a touché le fond. Non seulement on a des insuffisances au niveau de la finition, mais en plus, on a cette sale habitude maintenant d'offrir des buts à nos adversaires, notamment sur le deuxième but. C'est vrai qu'en dehors de Boblé, en dehors des Acri, quand même, ça vous enlève du poids offensif devant, mais c'était aux autres d'élever le niveau de leur jeu. La FAD, techniquement, c'est une bonne équipe. Tactiquement, ils sont en place. Donc, jouer contre la FAD, il faut beaucoup de travail, de réflexion, analyser leur jeu, essayer de contrer leurs forces et puis exploiter les lacunes. Donc, on a su exploiter les lacunes de l'équipe de la FAD. Donc, je
pense que c'est ça qui nous a donné la victoire, surtout avec la motivation et la détermination des joueurs. Le titre que nous enlevons est le fruit d'un travail mental. Nous avons cru jusqu'au bout. Il est vrai, la SEC est revenu depuis 3 matchs très forts et puis il écrasait tout sur son passage. Nous aurions pu être la victime, aussi la 3e victime. Nous était notre mental de gagneur, ce mental que nous avons forgé et que nous tenons à conserver. Le match a été d'un niveau technique très élevé et je tiens à féliciter également les joueurs de la SEC qui ont joué sans tricher. Quand bien même ils ont mené, ils n'ont pas cherché à geler le jeu. Et puis nous aussi, nos jeunes gens ont cru jusqu'au bout parce que nous on s'est dit, on venait chercher la victoire, ce n'était pas pour le nul. Et au pire des cas, on tombait sur un nul et on était champion de Côte d'Ivoire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'Africa qui ne joue pas la Super Division? La SEC était dedans, mais vite distancée dès le début de cette Super Division par le COE et la FAD. Est-ce qu'aujourd'hui, le titre acquis par le COE à une journée de la fin, on va dire quoi? C'est un événement éphémère ou une action qui peut s'inscrire dans la durée? Non, avec des jeunes présidents ambitieux comme les jeunes et bien d'autres, ça doit perdurer, ça doit faire école et pousser ces clubs d'Abidjan à se réveiller. La SEC et l'Africa, depuis 1984, dernier titre du Stella Club d'Agamé, se partagent la couronne. Le stade, lui, est dans la profondeur du ventre du dragon, en 2e division, et ils devront travailler pour pouvoir suivre le rythme imposé par le CW Sport et la FAD. C'est une autre révolution, pour répéter ainsi la chose. L'hégémonie a trop duré. C'est même égoïste de leur part. Et merci au CW Sport de San Pedro qui met fin à ce partage orienté de 2 grands qui n'ont pas du tout servi véritablement le football. Mais je pense que le CW champion, la fédération fera tout pour accompagner Eugène et son équipe à jouer non seulement la Coupe d'Afrique à San Pedro, pour dire merci à cette population qui soutient son équipe à bras le corps. Et ça pourrait développer d'autres esprits au niveau de San Pedro, parce que ce jour-là, le petit commerce pourrait marcher. Absolument, et même le grand commerce. Le grand commerce. Alors, Monsieur le Président, on va dire quoi? Vous êtes champion, vous êtes à la fin, on va dire, d'un processus engagé depuis quelques années quand même. La SEC, l'Africa ne sont pas là, vous êtes devant. Vous aurez même pu réaliser le doublé, vous le soulignez tantôt. C'était cette défaite en finale face au Stella Club d'Adjamé. Mais enfin, le titre se jouait entre San Pedro et Djekanou. Oui, tout à fait. Je salue aussi effectivement, comme l'a dit Rach, l'avènement de l'équipe de Djekanou, qui est une équipe qui est très méritante et qui, je pense, devrait figurer sur le podium à la fin de la saison. Ce serait dommage, effectivement, pour cette belle mécanique, qu'elle n'arrive pas sur le podium quand elle ne joue pas une compétition africaine l'année qui suit. Le village est derrière. Voilà. Oui, bon, il y a le village derrière, effectivement. Ça, c'est un drame cornélien pour moi. Le match qui vient ce dimanche-là, je vais subir encore des menaces diverses de bannissement du village. Mais je pense que Bassam a son mot à dire. Voilà, et je pense que vraiment on a un effectif qui est émoussé après effectivement tous ces matchs de haut niveau. Voilà, donc nous allons jouer franchement le jeu, n'allons pas lever le pied, mais Bassam a son mot à dire lors de ce finish. Mais pour reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé d'aboutissement, de la fin d'un processus. Ce n'est pas la fin d'un processus, c'est le début d'un processus. Voilà, c'est le début d'un processus. Vous êtes champion 10 ans Écoutez, nous allons essayer de le faire. J'ai parlé de la SEC, qui est un palmarès inégalé, mais pas inégalable. Absolument. Voilà, pas inégalable. Donc nous allons mettre tous les moyens en jeu pour que le CW perdure au pinacle donc, du football ivoirien. Parce que le football, c'est le monde des aléas, il faut se renouveler, il faut être sans cesse aux aguets, il faut faire attention, il faut faire face à la concurrence parce que, comme le diraient nos amis latins, dans le football, le Capitole, là où on fête les généraux vainqueurs est proche de la roche carpéienne, là où on précipite les vaincus. Voilà, donc je crois que nous allons faire de telle sorte que le COI non seulement puisse perdurer à la tête du football ivoirien, mais qu'elle puisse arriver au firmament aussi du football continental. Alors, je vais vous faire un aveu au niveau du Salut des sports ici, nous on est très heureux pour vous, parce que c'est un peu notre victoire. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas que Jean Noumandé a été longtemps quand même un consultant attitré du service des sports avant de s'engager lui-même aujourd'hui pour être acteur sur le terrain donc, de ce football ivoirien. Donc on est content aussi. Voilà, merci, mais c'est votre mérite parce qu'effectivement, vous me parliez tout à l'heure de la méthode que nous avons utilisée. C'est une méthode
qui est en même temps pédagogique et une méthode en même temps empirique. Et la pédagogie vient justement de la consultance. Et donc, je suis un produit du bouillon de culture que vous avez créé au niveau de la télévision. Vous êtes bien gentil. C'est un peu ça. Non, je ne suis pas charitable, c'est la réalité. Alors, on va parler un peu de cette formule comme la Super Division. C'est vrai qu'il y a deux tendances. Il y en a qui souhaitent que le championnat soit à poule unique pour que chaque équipe puisse rencontrer les autres. Et puis, il y a les partisans de la Super Division. Quand on regarde la version 2012, Reich-Nessan, c'est un bon cru, au-delà du fait que le COE est champion, mais il y a aussi que les matchs ont été vraiment âprement disputés. D'une journée à l'autre, on ne savait pas qui allait être champion de Côte d'Ivoire. Oui, ça a été, même ça a surpris, tel engouement a surpris la fédération et bien d'autres. Le monde est venu, ils me diront que bon, c'est l'entrée gratuite qui a amené tout ce monde. Non, si le spectacle était terne, même cadeau, les gens ne viendraient pas. Ça a été le cas quelques années auparavant. Le COE a démontré quelque chose, les gens voulaient venir découvrir. Il y avait la FAD, il y avait la JCATO dès le début, il y a Bassam qui s'est accroché. Donc chacun voulait venir voir du talent quand même, il y avait du talent. Ce qui nous amène à peut-être proposer cela à la fédération. On peut jouer certainement le championnat à une poule, mais qu'on crée une phase qualificative pour finir en beauté ce championnat. Pourquoi pas, en 2 temps, le championnat est poule unique, et puis on éclate peut-être pour 6 qui vont jouer la Super Division pour revenir un peu à l'ancienne formule de cette Super Division qui m'aurait pris. Et je dirais souvent que la Super Division a roulé au Super et il faudrait peut-être améliorer un peu quelque chose. Ça, la fédération a réussi son pari avec des petits ramasseurs qui sont bien habillés, des habits qui ont tenu la dragée haute. Je reviens un peu à ce match d'hier. M. Dambélé Denis a été un habile courageux. Siffler un penalty à quelques secondes de la fin du temps additionnel, il faut être courageux, il faut le faire. Et ces habits-là, il faut les encourager. Alors, comme disait quelqu'un, Dambélé Denis, il a été contesté par l'Africain en son temps, aujourd'hui par la SEC. Ça veut peut-être dire finalement qu'il fait son travail? Il fait son travail parce que ces grands-là, je comprends pourquoi s'ils n'aiment pas Dambélé Denis, c'est parce qu'il est méticuleux, c'est un habile correct. Mais voilà, pour abonder dans votre sens, je dirais aussi simplement, parce que je suis parti, mais je pense que quand même il faut savoir raison garder. On ne peut pas parler d'erreur technique au niveau de l'arbitrage hier, parce que le second carton jaune du joueur de la SEC intervient à un moment donné, parce que c'est lui qui provoque, c'est lui qui met le premier coup. Voilà, notre joueur prend le carton jaune parce qu'il répond. Simplement, mais le provocateur, celui qui met un coup violent sans le ballon, c'est le joueur de la SEC. Et oubliez qu'il avait déjà un carton jaune. Voilà, c'est bien ça. Et puis, je pense que peut-être l'image n'était pas nette. Mais je crois qu'au niveau de la SEC, même les gens ne contestent pas la main. Voilà, la main du joueur de la SEC. Voilà, tout simplement, ils estiment que peut-être que le temps additionnel était passé. Mais là, c'est un problème de choix. C'est un problème de choix parce que la SEC a commencé à jouer la montre, contrairement à ce que disait notre entraîneur, qui ferait aussi bien carrière dans la diplomatie. Contrairement à ce que dit notre entraîneur, effectivement, à mon sens, la SEC a joué la montre, n'a plus joué du tout pendant le temps additionnel, à l'image de son gardien de but. Nous avons attaqué, nous avons tiré 3 fois au but. Voilà, nous avons manqué le coche et puis les joueurs ont persisté, ils ont insisté et le fruit de l'insistance, ça a été le penalty et le but égalisateur. Et la meilleure façon de conserver un match, de conserver le ballon, de jouer le temps, c'est de posséder le jeu. Bien sûr, et non bien sûr. tomber. On est dans le camp du COE, quand à 50 mètres, le gardien de la SEC tombe, simulant une blessure. Mais l'arbitre joue avec son pouvoir discrétionnaire pour gérer le temps additionnel. Il y a un chrono, c'est vrai, mais il y a un autre chrono témoin pour amener l'arbitre à favoriser le jeu, à privilégier le jeu et non à le détruire au dépens ou au profit d'un club. Alors, comme dit quelqu'un, quand on ajoute 5 minutes, c'est 5 minutes pour tout le monde. Donc, tout le monde peut marquer pendant ces 5 minutes-là. On va évoluer un peu dans notre discussion. On revient tout à l'heure à la Super Division. On fait une incursion donc, dans le football international pour parler de Didier Drogba, notre Didier Drogba national, qui, vous le savez, donc, évolue désormais dans le championnat chinois, donc à Shanghai Shenhua. Eh bien, Didier s'illustre en tout cas pour le moment de la meilleure des manières, bon ambassadeur donc, de la Côte d'Ivoire, donc en République populaire de Chine. Voici donc quelques nouvelles de notre Didier national. Il y a tout juste 3 mois, Didier Drogba offrait la première Ligue des Champions de son histoire à Chelsea. Un dernier trophée en guise d'adieu. À 8000 km de là, tout un continent attend déjà la star ivoirienne. 14 juillet, aéroport de Shanghai, plus d'1 millier de personnes est là pour accueillir Didier Drogba. Une arrivée digne d'une rockstar et des fans en transe. Je suis sûr qu'il va nous faire gagner plein de championnats. Les
maillot floqué, les écharpes, et puis le maillot de la Côte d'Ivoire aussi. C'est vraiment... voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir autant de monde. Je suis vraiment excité que Didier Drogba soit là. Cela faisait longtemps que l'on attendait ce moment. Et pour faire venir Drogba, cela est... Alors beaucoup de nos téléspectateurs voulaient avoir des images donc, de cette arrivée il y a quelques semaines donc, de Didier Drogba. On vous promet de vous donner des images du championnat et donc sur le terrain de Didier au cours des prochaines émissions. Ce qui est étonnant ici, Didier joue en Chine, mais il a changé d'identité, de nom. Il s'appelle comment? Didier. Didier. Ah, Didier, bon. D'accord, et puis on parle de football anglais maintenant, puisque là aussi on a repris les choses sur le vieux continent, un peu partout en Europe. Les championnats ont repris, on s'intéresse à la première ligue donc anglaise. Suite à Old Trafford, dès la 10e minute face à Fulham, Van Persie titulaire, Rooney remplaçant. Van Persie qui égalise à cet instant à 1 partout, but superbe et à noter également la belle passe décisive de Patrice Evra. Autre recrue, le japonais Shinji Kagawa, transfuge du Borussia Dortmund, lui aussi inscrit son premier but sous le maillot des Red Devils. Manchester s'imposera 3-2. À la mi-temps, Usain Bolt présente ses médailles d'or pour le plus grand bonheur de Wayne Rooney. Mais Rooney qui va vite perdre son sourire lors de ce choc ici en bas à gauche. Choc avec le Colombien Rodeliaga qui lui retombe dessus. Regardez, énorme plaie et bilan, 4 semaines d'absence. Le plus beau but à présent de cette journée anglaise, il est l'œuvre du Sud-Africain Pienaar d'Everton. La belle frappe enroulée, deuxième victoire en 2 matchs pour Everton. À retenir également de cette deuxième journée, la deuxième victoire aussi de l'étonnante équipe de Swansea. Une boulette à West Ham dont profite l'Espagnol Michou, meilleur buteur de la Première Ligue avec 3 buts. Swansea s'impose 3-0 face au West Ham. Et on va continuer dans quelques instants avec les meilleures images, les images les plus insolites donc du week-end écoulé. Mais on revient au président Jean-Marie Demandé. Évidemment, l'année prochaine, vous allez crouler sous les demandes de joueurs voulant vous rejoindre. Vous-même, évidemment, allez piocher donc, dans le vivier national et peut-être international pour attaquer l'Afrique. Est-ce que vous avez un Qatari qui arrive? Comme le PSG. Mais nous aimerions effectivement le faire parce que le football est très coûteux, surtout au plan international. Le haut niveau coûte cher. Et donc, nous allons essayer de nouer des partenariats au niveau du COE. Voilà, il faut essayer de vendre le produit. La vitrine donc, doit être belle pour cela. Et donc, nous avons commencé à mettre en place aussi une cellule de communication, un site de l'équipe. Et donc, le président que je suis et ses collaborateurs vont essayer de sillonner un peu le monde pour essayer de trouver des partenaires éventuellement. Le titre de champion de Côte d'Ivoire, c'est un label. C'est un label donc qu'il faut savoir pouvoir exploiter. Nous allons essayer de le faire donc pour pouvoir constituer une équipe forte. Parce qu'aujourd'hui, les grands clubs africains qui sont finalement des budgets, dès le départ, des budgets de 2 ou 3 milliards, comme le Al-Ali, le TP Mazembe. Voilà, donc on va faire figure de parents pauvres, je pense. Et donc, nous allons faire de telle sorte de pouvoir constituer une cellule pour pouvoir attirer des opérateurs internationaux pour que le COE puisse être fort. Alors, je vais saluer particulièrement 2 de vos collaborateurs, en saluant toute l'équipe, bien sûr, mais notre confrère Armand Donatien qui a rejoint le COE depuis quelques années et qui, donc, tranquillement, également, aux côtés du président Jean-Marie Demandé, fait son boulot, mais également celui que j'aime beaucoup, qui est le grand frère Salif Derasouba, qui est voilà, votre fidèle également dans cette équipe. En tout cas, bravo à vous et c'est un peu votre victoire aussi à vous, donc, ce titre de champion de Côte d'Ivoire. Je voudrais également m'intéresser quand même, président, à mon ami personnel dans votre équipe, cet entraîneur, Ndjéa Mourinho, qui était à Zopé, qui disait qu'il avait beaucoup de choses à donner au football en Côte d'Ivoire. On l'a retrouvé au COE, aujourd'hui il est champion de Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, Mourinho était un personnage intéressant, multicarte, voilà, aux facettes diverses. C'est un intellectuel de haut niveau qui est doté d'un diplôme en psychologie. Et c'est un amoureux de la Côte d'Ivoire, ce qui ne gâche rien. Je pense qu'il est venu faire ses premières armes, il était inconnu. Et c'est le club d'Azopé qui a eu le mérite, effectivement, de le révéler. Nous l'avons suivi depuis lors. Nous avons remarqué déjà son entre-gens, sa perspicacité tactique. Voilà. Et puis, par la suite, en discutant avec l'homme, nous avons pris conscience, effectivement, de sa profondeur intellectuelle et surtout de son intégrité morale. Voilà. Donc, toutes ces qualités ont fait que nous avons pu l'attirer dans notre escarcelle puisqu'il était en fin de contrat avec Azopé. Et je pense que c'est l'un des artisans majeurs. Vous avez cité effectivement des dirigeants. Entre autres, vous avez oublié aussi les 2 dirigeants emblématiques. Vous avez cité vos confrères, bien sûr. Ouais, Yébat Augustin et Ibrahim Bara. Absolument, c'est vrai effectivement. Mais surtout, je pense aussi qu'il ne faut pas négliger les joueurs.
Les joueurs qui, eux, comme on l'a dit, ont fait preuve de beaucoup de courage, de beaucoup de talent, parce que ce n'était pas évident de faire front à l'adversité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la réussite de tout un bloc, c'est-à-dire de l'équipe dirigeante, mais aussi celle des joueurs et bien sûr celle de l'entraîneur, qui est l'élément focal, l'élément catalyseur donc, de tout ce mixage. Alors, toi, le gladiateur, Kofi Saka, on va penser un peu... Parce que le décor, malheureusement, ne se prête pas à recevoir donc, toute l'équipe qu'on a invité le président, mais on va trouver la formule pour qu'à la fin définitive donc, de cette saison... C'est parti remise, j'espère, parce que oui, on va recevoir toute l'équipe. C'est un sport collectif, donc j'ai prouvé quelques réticences à venir seul sur le plateau aujourd'hui. On va recevoir toute l'équipe du peut-être à San Pedro, on va trouver le cadre lors de la fête que nous comptons organiser, à laquelle vous êtes conviés d'ailleurs. Naturellement. Voilà, donc nous allons commencer à prendre langue avec San Pedro. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les autorités de San Pedro, notamment le conseil général qui nous a toujours aidés, voilà, et aussi la mairie. Voilà, nous on ne fait pas de politique au niveau du sport. Quelle a été la réaction de cette population de San Pedro au soir au sorti du Champro? Bon, la population est heureuse. Hein. Je pense que hier, déjà, au Tekia, qui est l'un des maquis les plus connus, je crois que Benson doit connaître un peu, parce que c'était l'un des animateurs des soirées festives après les victoires du CW. Je ne me sens pas du tout concerné. Voilà. Mais j'ai oublié que madame suit sans doute cette émission. Alors donc, justement, hier, la bière a coulé à flot. Et le poisson braisé aussi, il y a eu un génocide de poisson braisé. Voilà, et donc je crois que la fête a déjà commencé à San Pedro. Nous allons planifier cela avec les autorités. Et le maire Nabo Clément a commencé à appeler. Je pense aussi au président du conseil général, Sylvanus Kla, qui a beaucoup fait pour le club en son temps. Et vraiment, donc c'est la victoire collective, celle du préfet aussi, Assis Abaka en son temps, au bout aujourd'hui. C'est une victoire collective de tous ceux qui ont cru en ce club. Alors, je fais un petit coucou à nos téléspectateurs qui se sont mariés au cours du week-end. Donc, à Emma et François-Pierre Sagbo, ainsi qu'à Larissa et Daniel Bodio, donc, qui sont mariés au cours du week-end. Ben, pour vous faire plaisir et à tous nos téléspectateurs, on va offrir donc, ce zapping, donc les meilleures images, les images insolites du week-end de football. Il y a le fast-food qui commence. Ils sont heureux et ça fait plaisir. Et du plaisir, on va en prendre grâce au club de Hanovre, ici en blanc, en match amical contre Manchester. Superbe action et surtout, superbe but de Mohamed Abdelou. Allez, direction le Brésil maintenant où l'on retrouve le petit génie des Corinthians. Il s'appelle Romarinho et non, ce n'est pas le fils du célèbre Romario, mais c'est la classe quand même. Brésil toujours à Sao Paulo. Ce joueur s'appelle Osvaldo et il y a du Léo Messi en lui. La même envie de ne jamais tomber. Le but, toujours le but. Pra jogar camisa pra longe. Brésil, suite et fin avec l'inusable Juninho, 37 ans et toujours aussi précis. En Allemagne, le gardien du FC Carl Zeiss de Jena a cru entendre un coup de fusil. Si. L'auteur de la détonation est Karim Bellarabi du Bayer Leverkusen. Qui a dit que les gardiens étaient nuls avec leurs pieds? Non mais... Oui, bonjour madame, j'appelais pour le gardien israélien qui a perdu ses cervicales face à la Hongrie. Vous les auriez pas vus par hasard? Il paraît qu'il a fait chaud en Europe ce week-end. Il paraîtrait aussi qu'il y a eu des orages aux Pays-Bas. Enfin, il paraît. Qui c'est le monsieur boulette de la semaine? Bah, c'est lui, Léo Moura de Flamengo au Brésil. Pas mal. Ils sont sympas, les joueurs de Shanghai. Pour bien mettre Didier Drogba dans l'ambiance, ils lui ont offert un super immanquable. Drogba pour Anelka, Anelka pour Ren Liang. Magnifique. Si c'est pour la mettre à côté, mon grand, au moins fais comme lui, fais rire le public. Pas vrai, madame? Cette scène pourrait s'appeler le cauchemar d'un président. Oui, recruter une chèvre. Ok, je sors. Dans la série Les Facéties de Balotelli, aujourd'hui, Mario et la photographe du club. Trop tard. À
Chelsea, les jeunes de l'académie ont eu le droit de visiter les vestiaires des grands. John Terry et Frank Lampard ont apparemment très apprécié. Et oui, on est encore à Chelsea où l'on retrouve le joueur belge préféré des Français, Eden Hazard, qui s'est gentiment plié au jeu de l'addition. Bonjour à tous. Pour mes bons débuts avec Chelsea, je pense que je vous dois de payer l'addition pour Téléfoot. Donc voilà, ce beau maillot de Chelsea. Ce missile face à l'Allemagne, il avait fêté son but en contractant tous ses muscles. Et bien cette célébration a donné des idées aux plus jeunes pendant l'été, à l'image de ce petit Joseph, 5 ans, qui allume le gardien adverse, puis qui se lance dans une imitation. Vous allez le voir, plutôt réussie de son idole. Lui aussi, il contracte ses maigres muscles. Voilà, c'est mignon comme tout. Du cadeau pour vous aussi, hein, pour vous dites bravo d'être champion de Côte d'Ivoire, ce petit élément. Merci, j'apprécie effectivement parce que vous donnez des idées. Non seulement le petit, c'est vrai qu'il doit encore faire des efforts pour avoir des plaquettes de chocolat, mais il a encore un peu de temps. Hein. Mais par contre, des idées pour des suggestions pour la cellule de recrutement avec Oscar et Romario. Mais pour cela, je pense qu'il faut qu'on vende tout le bois tête et tous les EVA, le cacao de San Pedro pour pouvoir le faire. Ça, c'est sûr. Dernier mot pour vous, Président. Donc, voilà, vous êtes champion de Côte d'Ivoire. Évidemment, ça devient beaucoup plus difficile maintenant de rester au sommet. Mais bien sûr, le plus dur, c'est de se maintenir au sommet, comme vous le dites. Voilà, nous allons essayer de le faire, mais je tiens aussi à remercier tous mes pairs dirigeants de club qui ont tenu à me féliciter. Ils sont montrés très sportifs et fair-play. Voilà, et je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu la victoire de tout le monde et de vous, les journalistes, pour commencer, parce que je suis un des vôtres, je suis un enfant de la balle, voilà, en quelque sorte. Et puis, c'est la victoire aussi, effectivement, de tous les clubs de Côte d'Ivoire, ceux de l'intérieur en particulier, mais de tous les clubs de la Côte d'Ivoire. J'ai une pensée aussi pour la dame du football, Ginette Ross, voilà, et j'espère qu'elle ne va pas se décourager, parce qu'elle a beaucoup de mérite à se battre un peu toute seule. Et je crois qu'il est important que les cadres de sa région et les opérateurs l'aident à remonter et rebâtir une équipe pour pouvoir remonter le plus vite possible. Je laisse un petit mot rapidement. Moi aussi. Oui, on signe avec l'espoir de voir le CW Sport de San Pedro dans son fief jouer une Coupe d'Afrique. Je suis d'accord avec vous. Faire en sorte que cette équipe-là permette à d'autres équipes d'intérieur de venir déranger la hiérarchie confisquée. Et c'est une volonté politique qui peut effectivement permettre de réaliser ce vœu-là, effectivement, parce que le football, c'est un vecteur, hein, c'est un vecteur d'image, c'est un vecteur économique. Une région potentiellement riche comme San Pedro, dont l'équipe est championne de Côte d'Ivoire, doit se produire dans son fief. Merci beaucoup, Eugène Marie Demandé. Vous également, je vous demande de saluer donc madame. En tout cas, elle est championne aussi de Côte d'Ivoire. Rachid Guessa, merci, et merci à toute l'équipe technique autour de... On n'est jamais aussi bien travaillé que par les siens. Au revoir et bonne nuit. En tout cas, continuez de regarder les antennes de la RTI. Et nous, on se retrouve très bientôt donc, pour d'autres moments de sport. Au revoir.